Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Agence internationale de l'énergie dans le cadre de notre programme de formation sur les statistiques et sur la modélisation énergétique. Alors, on est ravis de commencer une nouvelle semaine de formation avec vous. On espère que les formations de la semaine dernière ont été intéressantes et que vous avez pu digérer tout cela au cours du week-end. Cette semaine, on va être ensemble pour 3 matinées uniquement. On va commencer aujourd'hui en donnant un éclairage sur une thématique particulière qui est celle des biocombustibles solides et de l'accès à l'électricité. Demain, on aura une session consacrée à la modélisation, mais qui sera animée par des partenaires, des enseignants-chercheurs qui travaillent dans la région ouest africaine et qui pourront vous montrer d'autres approches de modélisation et prolonger les exercices qu'on a pu faire et vous montrer d'autres sujets liés à la modélisation. Et mercredi, on aura une petite session de clôture où on pourra faire passer un moment un peu plus interactif avec davantage de questions-réponses et reprendre un petit peu des sujets selon les priorités que vous nous communiquerez. On en discutera un peu plus en détail aujourd'hui. Alors, pour commencer ce matin, donc on va faire 3 heures sur l'ODD numéro 7, à savoir les thématiques liées à l'accès à l'énergie dans ces deux composantes, l'accès à la cuisson propre et en lien avec ce sujet, le sujet des biocombustibles solides. C'est Gianluca qui va vous présenter cette partie pour la première partie de la matinée. Et dans un second temps, après une pause, on parlera d'accès à l'électricité, en parlant notamment des nouvelles solutions hors réseau et des autres sujets liés à l'accès à l'électricité. Et c'est moi qui m'en chargerai. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en cours de route. On essaiera de faire un maximum de pauses pour y répondre. Et sans plus tarder, je te laisse la parole, Gianluca, et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup Arnaud et bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez bien profité de la semaine dernière à tous les webinaires et aussi que vous avez profité d'un bon week-end. Aujourd'hui, comme l'a dit Arnaud, on va commencer directement avec les ODD 7 et moi, je vais m'occuper de la première partie de la matinée où on va parler des biocombustibles solides et de l'accès à la cuisson propre. Donc, si on regarde un peu l'agenda d'aujourd'hui, on va, comme on disait, diviser la matinée en deux. On parle avant des biocombustibles et l'accès à la cuisson propre. Et après, avec Arnaud, on va regarder l'électricité au réseau, l'accès à l'électricité et tous les autres sujets qui sont liés. Mais commençons-nous avec l'importance des biocombustibles solides, notamment les bois et les charbons de bois, en Afrique subsaharienne surtout. On va voir une première slide où on essaie de mettre en gros l'importance des différents biocombustibles solides en Afrique subsaharienne et pourquoi il y a cette importance. C'est quoi les différents impacts qu'on peut voir pour l'utilisation de ces biocombustibles solides et leur utilisation traditionnelle, notamment pour la cuisson. Comme on voit ici, et comme vous savez très bien, leur utilisation est principalement liée dans la région à la cuisson. Et ça, c'est par des différentes raisons. Une raison, ça peut être aussi la préférence culturelle pour la cuisson à la biomasse au charbon de bois, mais il y a aussi des raisons différentes comme l'accessibilité à des autres sources ou technologies pour cuisiner alternatives, ou aussi l'abordabilité, parce que les autres alternatives peuvent être très coûteuses. Il y a autant de différences dans les zones rurales où l'accessibilité à des autres options de cuisson est réduite, et dans les zones urbaines, par exemple, il y a peut-être un accès plus facile, mais il y a souvent aussi un problème d'abordabilité, où le charbon de bois ou le bois, il est toujours moins cher que des autres solutions alternatives. L'utilisation pour la cuisson dans les ménages de charbon de bois ou aussi du bois directement a des impacts socio-économiques et sanitaires. En effet, ça a été estimé que dans des demi-millions de personnes meurent chaque année en Afrique à cause de la cuisson à biocombustible. Et ça, c'est plus que le VIH, le paludisme ou la tuberculose, comme vous pouvez voir du graphique ici à droite. Il y a aussi un problème lié à la sécurité et aussi au temps passé, parce que notamment, surtout les femmes et les enfants vont dans les bois à ramasser les biocombustibles pour la cuisson. Ils passent du temps qu'ils pourraient passer
à faire d'autres choses, par exemple pour les enfants à étudier ou pour les femmes à développer un autre business ou faire un autre travail pour gagner plus d'argent. Mais aussi, il y a un problème de sécurité parce que les femmes souvent se trouvent toutes seules dans les bois à des horaires différents et ça peut les ramener à être dans des situations d'insécurité. Il y a des impacts sur l'environnement parce que l'utilisation pas durable des forêts donc, peut ramener à une déforestation plus rapide, donc aussi à avoir des impacts sur les changements climatiques, comme on verra plus tard. Il est aussi donc important de souligner l'importance des données de biocombustibles pour élaborer des politiques énergétiques. Comme en Afrique, les biocombustibles sont très importants, ils sont une partie très importante de la demande énergétique aujourd'hui. Et c'est très important d'avoir des données de qualité pour pouvoir après définir des politiques, par exemple d'accès à la cuisson propre, de réglementation de la production de charbon de bois de façon qu'elle soit efficace et aussi d'être sûr que les ressources utilisées en termes de forêt sont suffisantes et sont utilisées de façon durable. Donc, comme on vient de voir, le suivi de la production et la consommation de biocombustibles est essentiel dans la région. Allons voir un petit peu des différentes figures et dates et données pour avoir un peu les idées plus claires. Ça, c'est un graphique qui montre les mix énergétiques au niveau global dans différents domaines. On voit en 1919, on avait toujours une grosse partie des biocombustibles, mais surtout une grosse partie des charbons et un petit peu de pétrole et des autres produits. Avant ça, en 1919, tout le monde utilisait pratiquement que les biocombustibles. C'était la seule source d'énergie. Après, l'homme a découvert les combustibles fossiles, il a commencé à l'utiliser de plus en plus. En général, on peut les appeler révolution énergétique. On est passé donc à utiliser plutôt du charbon. Et après, avec les années qui passaient, on a commencé à utiliser un peu plus de pétrole que du charbon. Et aujourd'hui, on continue à diminuer aussi l'utilisation du pétrole pour utiliser des sources différentes comme les gaz naturels ou des sources renouvelables, aussi le nucléaire. C'est important de voir que la part des biocombustibles a diminué. Par contre, en valeur absolue, elle n'a pas diminué, elle a augmenté jusqu'à 2000, en effet. Elle a augmenté de beaucoup, si on regarde la figure en absolu. Et surtout, elle a augmenté dans les pays de l'Afrique subsaharienne, donc la région qu'on est en train d'étudier, qu'on est en train de prendre un focus sur ces webinaires. On peut voir aussi comme dans le futur, avec les politiques annoncées, le mix énergétique va encore changer, on va avoir beaucoup plus d'énergie renouvelable, on va toujours avoir des biocombustibles. Par contre, c'est important aussi de noter que les biocombustibles peuvent être utilisés pour de différentes façons. En Afrique, c'est utilisé pour la cuisson, mais peuvent être utilisés aussi pour le chauffage ou des autres raisons énergétiques, qu'on verra plus tard. Mais essayons de voir un peu les chiffres clés de la consommation de biocombustibles aujourd'hui. Ça, c'est des données de 2018 de l'IEA. On peut voir que dans l'OCDE, on avait une consommation plutôt faite par les combustibles fossiles, comme on voit ici, le pétrole, le charbon et les gaz naturels, et aussi similairement dans les pays de non-OCDE. Par contre, si on va voir un peu plus en détail, en Afrique, on a plus de 50% de la consommation, c'est de biocombustibles et de déchets. Et en Afrique subsaharienne, ces figures, c'est encore plus grand. On a 73% de la consommation finale par produit qui est due à l'utilisation de biocombustibles et de déchets. Comme on verra aussi, c'est surtout en Afrique subsaharienne dû à la consommation de biocombustibles solides comme les bois et les charbons de bois. Donc, comme on voit, si on regarde un peu plus en détail, aussi en Bénin, les biocombustibles ont une grosse partie de la consommation, presque 50%. On a une grosse consommation de pétrole aussi, on l'a vu dans les différents webinaires la semaine dernière. Mais si on regarde plus en détail, par exemple, si on regarde qu'est-ce que ces biocombustibles et déchets représentent dans l'OCDE, on voit qu'il y a une partie de combustibles solides primaires qui est plus faible par rapport à celui en Afrique ou en Afrique subsaharienne. Comme on voit que c'est pratiquement que des bois et du charbon de bois. On peut voir ça un petit peu plus en détail avec les graphiques que je vous montre dans ce slide ici. On voit les biocombustibles solides primaires, donc
les bois et des autres déchets agricoles ou dérivés biologiques. Et on peut voir les charbons de bois en vert et les autres produits qui sont définis comme biocombustibles avec des différentes couleurs. Par exemple, on a les bioliquides qui peuvent être le bioéthanol, par exemple, utilisé dans les voitures, ou le biodiesel utilisé aussi dans les voitures, en bleu. Et on a aussi du biogaz. Ici, par exemple, dans les pays de l'OCDE, on le voit bien, c'est ici en gris, où représente 5% de la consommation de biocombustibles. Si on regarde plus en détail en Afrique subsaharienne, par contre, on voit que 100% de la consommation de biocombustibles et déchets est représenté par les biocombustibles solides. Primaires, donc les bois et des autres dérivés, et secondaires, donc les charbons de bois, comme on peut voir très bien. Mais qu'est-ce que la définition des biocombustibles solides? On l'a vu déjà dans la semaine dernière, mais on va le revoir aujourd'hui pour réfléchir un peu à la définition. Le biocombustible solide comprend tous les matériels organiques non fossiles avec une origine qui est biologique et qui sont utilisés pour produire de l'énergie. Ça peut être directement de la chaleur, par exemple, pour la cuisson, ou ça peut être aussi la production d'électricité. On peut distinguer des produits primaires ou secondaires. Pour les produits primaires, on peut voir ici, on a des produits secondaires de la production, par exemple, agricole. Ça peut être pour la production de la canne à sucre, on peut avoir la bagasse, ou des déchets de la production du riz, par exemple. On peut avoir aussi des déchets matériaux animaux. On peut avoir des produits comme les pellets de bois, que c'est de petits morceaux de bois compressés. On peut avoir les bois et d'autres produits forestiers directement, plus que purs. Comme produit secondaire, on a sur les charbons de bois, que c'est, comme vous savez très bien, un produit qui a un pouvoir calorifique élevé, donc elle est plus intéressante de façon de son utilisation énergétique par rapport au bois. Par contre, sa production peut entraîner certains soucis, comme on va voir plus tard. Notamment, l'utilisation de beaucoup de bois est nécessaire pour la production du charbon de bois. Et dans beaucoup de cas, cette production est faite de façon inefficace. Et donc, il y a beaucoup de pertes en énergie, et mais aussi beaucoup d'utilisation en bois primaire et entrée. Si on regarde un peu les tendances de la consommation de biocombustibles depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on peut voir qu'aujourd'hui même, en 2018, l'Afrique subsaharienne représentait déjà un tiers de la demande totale en biocombustibles solides. Et même s'il y a une consommation par habitant de ces biocombustibles solides qui est en train de diminuer dans la région, l'augmentation de la population qui est très rapide dans la région, elle est presque 3% par an, elle a ramené au fait qu'en valeur absolue, on a une forte augmentation aussi de la consommation et la demande de biocombustibles solides. En effet, on peut voir que la demande de biocombustibles solides a doublé dans les dernières 30 années dans la région Afrique subsaharienne. Et dans les autres pays du monde, elle restait presque stable ou a aussi diminué, comme on peut voir dans le reste du graphique. Mais comment et où sont consommés les biocombustibles solides dans les différentes régions? On peut voir que dans l'OCDE, on a moins de 50% utilisés dans les ménages, une grosse partie utilisée dans l'industrie. En effet, ici, dans l'OCDE, beaucoup d'énergie de dérivation biologique, comme les dérivés du bois ou comme on a vu la bagasse, est utilisée pour l'industrie, pour créer de l'énergie, de la chaleur et pouvoir avoir tous les processus industriels nécessaires. Il y a aussi des autres utilisations. Notamment dans les pays de non-OCDE, on voit que son utilisation dans les ménages est beaucoup plus élevée, donc notamment l'utilisation pour la cuisson. Et si on va regarder en Afrique subsaharienne, ça c'est encore plus marqué, comme on s'attendait. En effet, en Afrique subsaharienne, 90% des biocombustibles est utilisé dans les ménages, et notamment une grosse partie de ces 90%, c'est pour l'utilisation pour la cuisson. Et on voit que 5% est utilisé dans l'industrie en Afrique subsaharienne. Donc, on a dit que les différentes utilisations finales, après, dans les ménages, ça va être pour la cuisson, pour le chauffage de l'eau, et dans certains pays, aussi pour le chauffage des espaces. Mais si on regarde combien on consomme chez nous, comment les gens consomment d'énergie chez eux à la maison,
en termes de biocombustibles solides, on voit qu'en Afrique subsaharienne, on consomme 5 fois plus de biocombustibles solides par personne dans les ménages que dans l'OCDE, comme on peut voir de ces graphiques. Et en plus, dans l'OCDE, c'est plutôt des biocombustibles utilisés de façon moderne pour le chauffage, qu'en Afrique subsaharienne, c'est plutôt, encore, je l'ai dit beaucoup de fois, désolé, c'est important, c'est utilisé pour la cuisson et c'est l'utilisation traditionnelle des biocombustibles solides. Si on ajoute à ça, par contre, toutes les autres sources d'énergie utilisées dans les ménages, on voit qu'en effet, comme on l'avait déjà vu la semaine dernière, dans l'OCDE, une personne consomme beaucoup plus d'énergie et surtout consomme beaucoup plus d'énergie moderne dans son ménage qu'en Afrique, en Afrique subsaharienne et aussi dans les pays en général pas de l'OCDE, hors OCDE. On peut regarder aussi, ça c'est une étude qu'avait fait l'AIE en 2019, c'est l'Africa Energy Outlook, très intéressant à regarder si vous n'avez pas encore eu l'occasion, où il y a beaucoup d'études avec un focus très spécifique sur l'Afrique et aussi un focus sur l'accès à la cuisson et l'accès à l'électricité. On voit ici dans ces graphiques pour différents pays en Afrique quels sont les combustibles ou les sources d'énergie utilisées pour la cuisson en 2018 à un niveau urbain et à un niveau aussi rural. On voit très bien que dans les milieux ruraux, il y a beaucoup plus d'utilisation de biocombustibles solides et du charbon de bois. Et dans les zones urbaines, donc dans les villes, il y a une utilisation alternative de cuisson qui est plus élevée. Comme on peut voir par exemple, dans la dernière en Angola, dans les milieux ruraux, on a pratiquement 100% d'utilisation de biocombustibles solides primaires et du charbon de bois, mais dans les zones urbaines, on a plus de la moitié de la consommation par GPL au gaz naturel. On va voir maintenant un autre slide pour essayer de comprendre combien, en effet, un kilo de bois contient en énergie. Donc, on va voir le pouvoir calorifique du bois. On a vu la semaine dernière, qu'est-ce que c'est le pouvoir calorifique? Le pouvoir calorifique, ça nous dit combien d'énergie est contenue dans une quantité donnée d'une source d'énergie. Dans ce cas-là, pour les bois, on peut le représenter en kilo, donc par exemple, mégajoules par kilo. Et par contre, très intéressant pour les bois, ce pouvoir calorifique, donc ce contenu d'énergie par kilo, est très dépendant de l'humidité ou de le contenu en eau du bois. Par exemple, le bois qui vient d'être juste récolté de l'arbre après abattage contient 55% d'humidité et donc a un pouvoir calorifique inférieur de 7 mégajoules par kilo. Par contre, si on attend que les bois sèchent 2-3 ans, par exemple séchant dans le soleil, l'humidité descend à 20% et son pouvoir calorifique double. Donc, par chaque kilo de ces bois séchés, on a beaucoup plus d'énergie que dans les kilos de bois qu'on avait avant. Et si on regarde par exemple les pellets, que c'est du bois compressé pratiquement, si on veut le dire rapidement, il n'y a que 8% de l'humidité et donc le pouvoir calorifique de 17 mégajoules par kilo. Très important de noter que surtout dans les pays d'Afrique subsaharienne, le bois est utilisé juste après l'abattage pour de différentes raisons, le manque de stockage, la peur de stocker ces sources d'énergie à l'extérieur et d'être après volé par des autres personnes. Donc, on voit un problème qui est lié à cette continue humidité, donc en énergie réduite par kilo, mais surtout aussi à la qualité de combustion. Plus d'eau il y a dans notre bois, plus la qualité de combustion est mauvaise, et plus aussi il y a des effets secondaires liés à les fumées qui sont produits pendant la combustion. Après, on va regarder un peu plus comment on va transformer ces biocombustibles, notamment comment est-ce qu'on transforme les bois en charbon de bois. On a des fours spécifiques, comme vous connaissez très bien. Il y a différents types. On a des types traditionnels, comme par exemple des fours à terre, comme sont appelés traditionnellement, ou des fours un peu plus industriels. Donc, on a les bois comme intrants, où dans ces fours à charbon à bois, ça va se passer une réaction chimique, notamment c'est une combustion sans oxygène pratiquement, et le bois va se transformer en charbon de bois. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Si on calcule l'efficacité, comme on a vu, l'efficacité, c'est notre produit final, donc dans ce cas-là, le charbon de bois divisé par les bois en intrants, on peut le calculer en énergie ou en masse pour avoir une idée de l'efficacité de notre four. Si on le calcule en énergie, on sait que les fours
à charbon de bois peuvent avoir une efficacité, un rendement qui varie entre 20 pour les plus traditionnels et moins efficaces, jusqu'à 70% pour les fours à production de charbon de bois les plus industriels et efficaces. Allons-nous voir maintenant une petite question sur menti.com. Je vous invite à vous connecter sur le site menti.com. Et moi, en même temps, je m'occupe de vous donner les codes et de mettre la bonne slide. J'espère que vous pouvez déjà voir mon écran avec la slide. Hop. Donc, la première question aujourd'hui, c'est, vous pensez de combien de kilos de bois on a besoin pour produire 1 kilo de charbon de bois dans un four traditionnel interne, donc un four des moins efficaces. On a besoin de 2 kg par 1 kg, de 5 kg par 1 kg ou d'environ 10 kg pour produire 1 kg de bois. Le code aujourd'hui pour les menti, c'est 21 90 02 7, comme vous voyez ici. Je vous laisse un peu de temps pour vous connecter et pour commencer à répondre. Après, on peut commencer à commenter. Hop, il y a 4 personnes qui ont répondu. Pas attendre par des secondes de plus. On est à 7 déjà, donc on peut peut-être commencer à commenter. Comme on voit très bien, personne n'a mis 2 kilos parce qu'on parlait des fours traditionnels internes, donc où l'efficacité énergétique en masse est très faible. Donc on a beaucoup de pertes par rapport au bois en entrée qu'on va voir dans les fours. Et en effet, il n'y a pas une réponse parfaite parce qu'un four traditionnel interne peut être plus ou moins efficace, indépendant de comment on construit. Mais si on veut regarder les fours les moins efficaces, on peut nécessiter en effet jusqu'à 10 kg de bois pour produire qu'1 kg de charbon de bois. Donc, ce n'est pas que la réponse 5 kg c'était mauvaise, mais dans les pires des cas, on peut nécessiter de consommer jusqu'à 10 kg de bois pour produire que seulement 1 kg de charbon de bois. Et la prochaine question, on va la faire tout de suite après qu'on continue avec les slides. Donc, je reprends mes slides. Hop, et on va continuer la présentation. On a parlé de production de charbon de bois à partir du bois. On a vu un peu les questions. On a vu aussi que l'efficacité des transformations est très faible, surtout pour les fours traditionnels. Mais la question primaire, c'est pourquoi on va produire du charbon de bois et on n'utilise pas les bois directement. La réponse, c'est facile, c'est que le charbon de bois est un combustible meilleur. Il brûle mieux et aussi il a un contenu énergétique plus élevé, donc un pouvoir calorifique plus élevé. En effet, avec 1 kg de charbon de bois, on a la même énergie que dans 2 kg de bois. Donc on peut stocker, transporter l'énergie plus facilement. On voit 1 kg de bois, il a plus ou moins 14 mégajoules. Dans les cas où il est bien séché en plus, si on l'utilise directement, il aura que 7 mégajoules, comme on a vu. Et le charbon de bois, il est à 30 mégajoules par kilo, environ. Donc, on a la même, pour avoir la même énergie, le volume et le poids sera réduit. Et il fait que le charbon de bois est plus facile à stocker, transporter. Et aussi, il faut dire qu'il a une combustion plus propre par rapport au bois. Cependant, même s'il est un meilleur combustible, on a vu que dans la transformation, on a des grosses pertes. Et le rendement peut être en masse jusqu'à si faible que 10%. Et par exemple, pour produire 1 kg de bois, on peut nécessiter jusqu'à 10 kg de bois pour un four interne très inefficace. Et ça signifie couper des arbres, donc des dégradations des forêts et un impact sur le climat et l'environnement très élevé. Par contre, si on utilise des fours plus efficaces, des fours améliorés, en portant des efficacités en masse de 35%. Donc, on va perdre que 65% des kilos qu'on met en entrée.
Et comme on voit, pour produire 1 kg de bois, on peut nécessiter 3 kg, 3,5 kg de charbon de bois. En termes d'énergie, dans les plus efficaces, donc on parle avant, ils ont une efficacité de 70%, donc on va perdre que 30% de l'énergie et on va couper moins d'arbres. Mais c'est quoi l'impact d'utiliser le charbon de bois dans la cuisson? Ici, il y a un exemple, et nous, on va voir la cuisson au bois en orange, et en bas, en gris, on va voir la cuisson au charbon de bois. C'est écrit bois aussi, parce qu'on va voir, on va calculer l'équivalent en bois pour la cuisson au charbon de bois en utilisant des différents fours. Si on prend un foyer traditionnel à bois, on se dit qu'il a une efficacité de 18%, donc pour cuisiner un certain repas, on peut nécessiter 100 kg de bois. Un certain repas ou pour l'utilisation dans une famille pendant une certaine période. Pour la même période, si on cuisine avec un foyer traditionnel en utilisant du charbon de bois, on a besoin de beaucoup moins de charbon de bois que du bois. Donc on voit pourquoi c'est mieux. Pour cuisiner dans ma maison, au lieu d'avoir 100 kg de bois, je peux avoir que 1,5 kg de charbon de bois et je peux cuisiner les mêmes repas. Par contre, on sait, comme on a vu avant, combien de bois elle était utilisée pour produire ces quantités de charbon de bois. Et dans le cas des fours moins efficaces, on voit que la vraie consommation en bois, c'était beaucoup plus élevé. Donc, le vrai impact sur l'environnement et sur les forêts est beaucoup plus élevé. Et donc, on aura en effet une efficacité que ce n'est pas de 25%, mais si on regarde un ACV, donc un cycle de vie, on aura une efficacité qui est de 5%. Par contre, si le charbon de bois a été produit par des fours améliorés avec une efficacité élevée, on voit qu'on arrive à la fin à des figures similaires que si on utilisait directement le bois, plus ou moins. On utilise un peu plus quand même, mais on a des résultats meilleurs. La même chose, on peut le dire si on utilise des foyers améliorés, donc une cuisson plus efficace, on a besoin de moins de bois, on a besoin de beaucoup moins de charbon de bois aussi. Et si on utilise des fours à terre ou des fours améliorés pour la production du charbon de bois, on aura besoin de différentes quantités de bois. Ça, c'est encore pour dire que c'est très important de savoir et aussi de réglementer la production de charbon de bois dans les pays en Afrique subsaharienne, parce qu'elle peut avoir un impact très élevé, surtout sur les forêts. Et même si la cuisson en charbon de bois, l'utilisation finale, elle est meilleure, parce qu'on a moins à stocker, parce que la combustion est plus propre, donc il y aura moins d'effets secondaires sur la santé, l'impact sur les ressources en bois est très important. Il faut le suivre et essayer de voir, d'améliorer ça. Par exemple, en limitant la production avec des fours à terre et en essayant d'incentiver l'utilisation des fours améliorés pour la production du charbon de bois. Et aussi, important à noter qu'avec l'urbanisation en hausse, la demande de charbon de bois peut augmenter parce que les gens qui habitent dans les milieux ruraux utilisent beaucoup plus de bois, mais dans certaines villes, le charbon de bois est très prisé et commercialisé. Donc, c'est important aussi à tenir en compte tout ça. C'est quoi l'impact climatique des combustibles solides? On a des forêts, une forêt normale, pas utilisée, on peut dire, qui absorbe le CO2 de l'atmosphère. Si on commence à utiliser notre forêt, qu'est-ce qui se passe? On coupe des arbres, on va après brûler notre bois, notre charbon de bois, et on va avoir des émissions de CO2. Qu'est-ce qui se passe après? Ces émissions de CO2 sont, une fois dans l'atmosphère, réabsorbées par notre forêt. Si la forêt est en équilibre, donc si on coupe un arbre, un autre arbre va repousser, ça signifie qu'on est en équilibre et donc il n'y aura pas d'émission nette de CO2 dans l'atmosphère. La concentration de CO2 dans l'atmosphère va rester la même. Par contre, si on commence à couper beaucoup plus de bois que la reproduction naturelle de la forêt, donc on va diminuer notre forêt. Si on va consommer plus d'énergie, donc en brûlant plus de bois aussi, on aura plus d'émissions. Notre absorption est réduite parce que notre forêt est plus petite, donc il y a plus d'équilibre et on aura des émissions nettes. Dans ces slides, c'est une photo de deux pays qui partagent la même île et se confinent entre eux, c'est Haïti et la République dominicaine. On peut voir qu'Haïti, comme on a un accès à la cuisson propre, donc à des alternatives au bois, sa forêt, elle a été
très prisé par rapport à la République dominicaine, où les personnes ils ont accès à des alternatives de cuisson plus propres ou différentes. La forêt, elle est plus intacte. Aussi, c'est très important de savoir et de voir avec des images comme ça l'impact que ça peut avoir, l'utilisation non réglementée de bois et du charbon de bois. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la présentation. On va regarder les obstacles et les pratiques pour collecter les données sur les biocombustibles solides. On commence par cette petite slide qu'on a déjà vue la semaine dernière, et ça représente les différents chaînes de valeur des biocombustibles. Donc, de la production des biocombustibles primaires, donc pratiquement la collecte dans les forêts, par exemple, si on parle de bois. Importation, exportation, il n'y a pas beaucoup du retour de bois, mais ça peut passer. Il peut avoir l'usage direct dans les ménages. On peut produire du charbon de bois, qui après va être aussi réutilisé. On peut produire aussi de l'électricité ou de la chaleur. Mais où on peut récolter les données dans ces chaînes de valeur? On peut prendre les données sur les ventes, par exemple. Donc, les producteurs, distributeurs de bois ou de charbon de bois. Par contre, ici, on va couvrir que la consommation commercialisée, donc que les ventes. Et on sait très bien que pour les bois, il y a une grosse partie que c'est en consommation non commercialisée, donc juste les personnes qui utilisent les bois qu'ils vont collecter dans la forêt. Donc, l'importance de les donner sur la consommation, par exemple des enquêtes sur le ménage, pour comprendre et prendre en compte aussi les données et la consommation de bois non commercialisée. Donc, quels sont les obstacles? Ici, on essaie de mettre un peu les plus importants, les plus connus, mais il y a sûrement des autres obstacles aussi qui sont aussi liés à des autres types de sources d'énergie. Mais en particulier pour les biocombustibles solides, c'est très important d'avoir un échantillonnage quand on fait une enquête représentative des différentes zones urbaines et rurales. Comme on a vu, dans les zones urbaines, on utilise beaucoup moins de bois pour la cuisson, par exemple. Donc, on doit avoir notre échantillonnage qui représente les différences en consommation d'un pays, les prendre en compte très bien. Par exemple, on doit représenter bien les parties urbaines, les parties rurales, mais pas que ça. On peut représenter des différentes régions parce que, par exemple, dans différentes régions dans un même pays, il peut y avoir des pratiques de cuisson aussi différentes. Par exemple, des plats très typiques qui nécessitent une utilisation plus élevée ou moins élevée d'énergie. Il faut aussi tenir en compte du type de la ressource. Par exemple, quel type de bois ont accès les personnes dans mon pays ou dans cette région spécifique. C'est quoi les teneurs en humidité du bois utilisé? C'est quoi les types de foyers utilisés aussi? Est-ce qu'il y a dans cette région des foyers améliorés ou l'utilisation de bois est réduite parce que l'efficacité de cuisson est plus élevée? Un autre obstacle important, c'est qu'il faut couvrir, comme on a vu avant, les biocombustibles commercialisés et non commercialisés, y compris le charbon de bois, notamment, parce qu'il y a aussi une production de charbon de bois qui n'est pas industrielle ou commerciale. Donc, il faut suivre dans la partie non commercialisée la récolte du bois, la revente, la production non réglementée du charbon de bois et toutes ces choses qui ne sont pas faciles à suivre directement. Donc, il faudra très probablement des enquêtes, des études, etc., etc. Après, il faut comprendre comment le charbon de bois a été produit aussi pour estimer l'apport en bois initial. Dans beaucoup de pays et aussi à l'AIE, malheureusement, cette information n'est pas toujours disponible. Donc, on ne sait pas l'efficacité moyenne dans un pays des différents fours à charbon de bois et donc on doit juste estimer avec des valeurs par défaut l'utilisation en bois pour sa production. Et ça ramène des erreurs dans le bilan énergétique par rapport aussi, on a vu, à la différente efficacité qu'on peut avoir. On peut passer de 20 à 70%. Donc, si on utilise un ou l'autre, on peut avoir des apports en bois très différents. Et donc, dans notre consommation et demande en bois primaire, on peut avoir des différences très élevées. Donc, l'important aussi de comprendre les différents types de production dans mon pays de charbon de bois, aussi pour être en mesure de pouvoir réglementer s'il y a un gros problème de production inefficace qui est en train d'impacter les forêts de mon pays. Qu'est-ce que sont les principaux outils de la collecte des données? On les a vus déjà la semaine dernière. Il y a les sources administratives. Donc, par exemple,
un autre ministère, par exemple le ministère des Transports, pour avoir des données. Mais dans ces cas-là, des biocombustibles, ça peut être, un exemple plus important, ça peut être les agences forestières. Les agences forestières peuvent savoir comment les différentes ressources en bois sont en train de diminuer, augmenter, et peuvent avoir fait des études sur la consommation du bois pour utilisation énergétique dans les pays. Donc, il y a des données qui peut-être existent déjà et qu'on peut récupérer grâce à notre collègue dans les pays. Il y a des sondages à faire, notamment il faut faire des échantillons représentatifs, mais il est aussi intéressant de pouvoir se baser sur des sondages déjà existants pour ne pas produire quelque chose de nouveau et coûteux, en ajoutant juste quelques questions. Par exemple, quel type d'énergie s'utilise dans les ménages pour la cuisson? Ou combien de kilos de bois environ tu utilises par semaine dans les ménages, etc., etc. On peut avoir des compteurs et des mesures. Dans le cas du bois, on peut aller maison par maison et vraiment mesurer en termes de masse, donc en poids, la quantité de bois utilisé par un habitant. En effet, si on pose en question dans une enquête à un ménage, on lui demande combien de kilos de bois tu utilises par semaine, c'est très difficile pour la personne pour répondre sans erreur, parce qu'on ne peut pas estimer un kilo combien on consomme, on sait plus ou moins une quantité. Donc, si quelqu'un va se déplacer, va dans les ménages directement et demande la question, la personne, peut-être, il peut lui montrer la quantité de bois et l'enquêteur, il pourra peser directement ce bois pour avoir une idée exactement du poids du bois utilisé. Et aussi, il pourrait faire un petit échantillonnage technique du bois pour voir quel type de bois est et peut-être aussi faire des analyses pour voir son pouvoir calorifique. Ça, of course, c'est quelque chose de très coûteux et très poussé, mais dans certains cas, peut être utile pour faire une grosse étude pour donner une grosse idée des différentes utilisations de bois dans les différentes régions d'un pays. Notamment, ça ne doit pas être fait tous les années, mais ça peut être intéressant de le faire une fois pour avoir des informations très intéressantes qui après peuvent être utilisées pour estimer les années suivantes avec des informations moins détaillées. Et dernière, c'est la modélisation. Comme je disais, on peut utiliser des informations spécifiques pour modéliser ou estimer les consommations et les demandes en charbon de bois ou en bois de chauffe. Il n'y a pas une recommandation unique, mais il faut, comme on a dit, utiliser les différentes méthodes ici listées en combinaison indépendante des spécificités et les nécessités nationales ou locales. On va voir un peu plus en détail comment est-ce qu'on peut utiliser ces différents outils de consommation. On a les sources administratives, les enquêtes de ménages, les enquêtes d'entreprise, les mesures. Ici, on voit, par exemple, dans les sources administratives, on peut voir les données sur les forêts, la population par zone. Les enquêtes sur les ménages, on peut, par exemple, essayer de comprendre combien de ménages utilisent du bois pour la cuisson. Et une autre intéressante information peut être les enquêtes des entreprises. Et ici, on voit vente de GPL. On se dit, pourquoi ça, c'est intéressant? C'est intéressant parce que les ventes de GPL à un ménage est un signe que les personnes sont en train de consommer une source d'énergie alternative pour la cuisson par rapport au bois. Et donc, ça doit nous dire que peut-être une partie de consommation de bois va devoir diminuer parce que les personnes, ils utilisent pour le bois, mais ils utilisent du GPL. Donc, c'est important aussi de suivre les autres énergies alternatives et les prendre en compte, si ces données déjà existantes, pour pouvoir mieux estimer les demandes en biocombustible dans les ménages. Toutes ces informations peuvent aller dans un petit outil d'estimation et de modélisation où on fera des hypothèses par défaut. Par exemple, le pouvoir calorifique, la consommation par ménage ou par type de foyer, quel type de foyer de cuisson sont disponibles dans les différentes maisons moyennes, donc leur efficacité. En sortie de ce travail d'estimation, on va avoir l'énergie utilisée par différents types de biocombustibles, l'usage, on peut faire des indicateurs d'efficacité, par exemple combien on consomme pour la cuisson par personne, par exemple. On peut faire aussi des indicateurs de développement durable, et notamment l'ODD 7.1 d'accès à la cuisson propre, qu'on va voir bientôt dans la présentation. Dans la prochaine slide, on essaie de mettre toutes ces différentes sources de données ou utiles pour collecter les données avec les différents types de données. Par exemple, on voit là dans les lignes, on voit les biocombustibles solides
commercialisés et non commercialisés, et aussi les charbons de bois commercialisés et non commercialisés. On a essayé de mettre des couleurs pour voir les plus relevants ou les premiers choix pour chaque type de demande et type de produit. Et le deuxième choix ou les choix qui ne sont pas intéressants. Par exemple, on peut voir en vert, les enquêtes et les recensements sur les ménages sont toujours la première choix. C'est la meilleure option pour savoir combien consomme un ménage, soit pour les biocombustibles solides, commercialisés et non commercialisés, et aussi pour le charbon de bois. Par contre, on voit que les enquêtes aux entreprises sont vertes que pour les biocombustibles commercialisés. En effet, les entreprises qui vendent du bois, elles ne vont pas savoir, dans la plupart des cas, combien c'est la partie non commercialisée. Il peut y avoir cette information, mais ils n'ont pas cette information directement de leur vente. Donc, ça peut être des estimations qu'ils ont fait pour leur business. Après, on a les sources administratives, comme on voit, elles peuvent être utilisées différemment. Par exemple, les données forestières, on peut réussir à estimer les biocombustibles solides, commercialisés et non commercialisés. Après, il y a les mesures, par exemple, aller faire l'échantillonnage, mesurer la quantité, comme on a vu dans les slides précédentes, en essayant de prendre les poids de bois consommé pour une certaine période dans un foyer. Et ça peut être très utile, surtout pour les biocombustibles solides primaires, mais aussi pour les charbons de bois. Mais notamment ça, c'est juste pour dire qu'il y a différents outils, différentes sources d'informations qu'on peut utiliser. La recommandation, encore, c'est d'utiliser une combinaison de tout ça pour essayer d'avoir la meilleure approche par rapport à la nécessité de mon pays ou de la région qu'on est en train d'étudier. Important aussi, c'est de se souvenir que les données sur les ressources forestières et encore, je l'ai dit une fois, sur la production de charbon de bois, c'est très important pour pouvoir estimer la durabilité et l'impact de l'utilisation du charbon de bois. Allons voir un exemple un peu plus typique de le suivi de l'information de la consommation de combustibles solides. On voit ici différents types d'énergie. On a charbon de bois, du bois et du GPL. On peut se dire que ça, c'est des données sur l'utilisation pour la cuisson qu'on a collectées. On peut se dire qu'en 2010, on a une enquête par type de ménage et on a estimé notre consommation par les différents types de sources d'énergie pour la cuisson. Après 2010, on n'a plus mené des enquêtes. Par contre, on a utilisé des autres types de données disponibles pour continuer notre estimation. Donc, on a fait un petit travail d'estimation, de modélisation pour voir qu'est-ce qui se passe dans les années après l'enquête, même si on n'a pas collecté. Donc, on a utilisé des informations sur le pourcentage des ménages qui cuisinent avec les différentes sources d'énergie. On a utilisé des informations, par exemple, sur les différents programmes qui distribuent des foyers améliorés pour voir s'il y a l'efficacité qui a changé et donc s'il y a une consommation qui va réduire par ménage parce que les ménages sont en train d'utiliser des foyers de cuisson plus efficaces. Et on peut, comme ça, estimer les années entre une enquête et l'autre. Par contre, on ne peut pas durer longtemps en faisant des estimations. Si on reste 20 ans en faisant ce type d'estimation, on va se retrouver avec des données qui vont perdre de qualité. Donc, après une certaine période, c'est bonne pratique de mener une autre enquête pour récupérer à nouveau les vraies données collectées directement par les consommateurs finaux. On aura de nouvelles données observées. Tout ça va nous servir aussi pour réviser nos estimations, mais aussi à réviser des enquêtes anciennes s'il y a des informations nouvelles qu'on a pu collecter dans la nouvelle enquête et elles n'étaient pas collectées dans la vieille enquête, parce qu'il y a eu des améliorations, des questions plus poussées qui nous portent à pouvoir améliorer un peu les résultats de notre première enquête. On a fini la deuxième partie. Donc, on a vu un peu les obstacles et comment on peut arriver à collecter les données sur les biocombustibles. Et maintenant, on va voir plus en détail le sujet de l'ODD 7 et donc de l'accès à la cuisson propre. On va voir sa définition, la situation actuelle, les perspectives pour le futur. Et après, on va regarder aussi les principes de modélisation. On commence sur le fait que, en effet, les biocombustibles solides qu'on a vus jusqu'à là aujourd'hui sont très liés à la définition de cuisson propre. On va voir tout de suite pourquoi. C'est parce qu'ils sont utilisés beaucoup pour la cuisson, comme on a vu
dans les pays de l'Afrique subsaharienne, et aussi parce qu'elles sont très importantes pour définir combien de personnes ils cuisinent avec des technologies définies propres et combien de personnes cuisinent avec des technologies qui sont définies de cuisson pas propres. On voit ici, il y a des différentes sources de cuisson. Il y a le gaz naturel, l'électricité, le GPL, la biomasse, donc le biocombustible solide, les charbons fossiles, le kérosène, etc., etc. La définition, plus ou moins, peut être faite comme ça. Une partie de la biomasse est considérée propre comme le gaz naturel, l'électricité, le GPL, le biogaz, si le foyer utilisé est très efficace. Par contre, cette définition est très dépendante du travail qu'on va faire, et notamment notre partenaire de World Health Organization, qui travaille sur les indicateurs de l'accès à la cuisson propre, ils ont défini que même des foyers améliorés, ils ne rapportent pas beaucoup de bénéfices à niveau sanitaire dans la cuisson. Donc, il faut utiliser des foyers très, très efficaces pour pouvoir avoir des bénéfices en utilisant la biomasse pour la cuisson. Ici, donc, il y a juste une définition rapide qu'on a mis. Les foyers très améliorés, on peut les considérer plus propres ou propres, ça dépend de la définition qu'on utilise. Et l'utilisation traditionnelle, par contre, de la biomasse est toujours considérée hors cuisson propre, avec le kérosène, le charbon, etc., etc. Donc, avec ces définitions, on peut calculer notre indicateur. Comment on a notre information des enquêtes et nous disent combien de ménages utilisent le gaz naturel pour cuisiner, combien de ménages utilisent le biogaz, combien de ménages ils utilisent de l'électricité. Et tout ce nombre de ménages-là, ils vont être considérés comme cuisson propre. Si on divise ça par le nombre total de ménages ou de personnes, si on a fait en termes de personnes dans les pays, on va avoir le pourcentage de personnes ayant accès à la cuisson propre. Et donc, notre indicateur ODD 7.1. Par contre, il y a beaucoup de difficultés, même si on va voir la biomasse en particulier ou le biocombustible en particulier. Notamment au niveau des foyers améliorés, il y a différents types de foyers avec de très différents types d'efficacité. Donc, c'est très difficile de savoir s'il y a un foyer amélioré très, très efficace, comme on peut voir dans la figure en haut, ou s'il y a des foyers améliorés qui sont un peu moins efficaces. Comme on peut voir ici, il y a une réduction de l'utilisation du combustible, du biocombustible, de 20 à 40% dans les foyers améliorés basiques, en bas. Et dans les foyers améliorés avancés, on peut réduire jusqu'à 70% l'utilisation de biocombustible pour la cuisson du même repas. Donc, c'est très difficile de savoir exactement quel foyer amélioré pour des cuissons est utilisé dans les différents ménages. Aussi, en plus de ça, une autre difficulté, c'est lié au fait que dans les mêmes ménages, on a différentes sources de cuisson. Dans les mêmes ménages, on peut cuisiner avec le GPL, mais aussi avec le bois, avec un foyer amélioré, parce qu'on cuisine différents repas et différents peut-être types de repas avec une source différente. Un slide très intéressant ici, ça vient d'une analyse de l'AIE, c'est sur la taxonomie des technologies et leurs différents, on peut dire, évaluations sur différents critères. Et on voit ici tout de suite qu'il n'y a pas d'option parfaite sur tous les critères. On voit les bois de chauffe traditionnels, on peut voir que pour les coûts du combustible, le coût du foyer de cuisson, c'est très faible, donc c'est très accessible. Tout le monde peut mettre 3 pierres, collecter du bois et cuisiner. Par contre, les impacts sanitaires, c'est très inconvénient parce qu'ils sont très élevés pour l'utilisation de ce type de cuisson, comme on voit en rouge. Si on voit par contre un exemple de cuisson propre comme le GPL, on voit qu'il est très bien par rapport à l'impact sanitaire, à l'impact environnement. Par contre, on voit qu'il est rouge pour les coûts du foyer de cuisson parce que l'équipement nécessaire pour la cuisson est un peu cher au début, mais aussi il y a le coût lié au combustible parce qu'on doit acheter du GPL. En réduisant donc l'affordabilité de l'utilisation du GPL pour la cuisson. On voit ici, en effet, qu'il y a différents critères à prendre en compte, mais si on prend en compte comme plus important l'impact sanitaire, les inégalités, dont pris en compte dans les indicateurs d'ODD, c'est point 1, les produits et les sources d'énergie de cuisson définis propres sont à utiliser en priorité. Donc, il y aura peut-être besoin des incentives pour l'utilisation du GPL pour pouvoir atteindre les objectifs d'accès à la cuisson propre, ou des programmes pour
mettre en place des foyers améliorés et avancés dans les différentes régions et pays. Maintenant, regardez un peu où on est aujourd'hui, l'état donc de l'accès à la cuisson propre dans le monde. On voit dans ces graphiques, en vert, c'est l'Afrique subsaharienne, et on voit qu'en effet, le nombre de personnes qui n'ont pas accès à la cuisson propre en Afrique subsaharienne est en train d'augmenter. Dans des autres pays, on voit qu'il y a une forte diminution grâce à des programmes mis en place. Par exemple, en Inde, on voit que depuis 2000 jusqu'à 2018, il y a eu une diminution très forte des personnes qui n'ont pas accès à la cuisson propre. Et si on regarde aussi combien le pourcentage de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à la cuisson propre en Afrique subsaharienne, donc la ligne verte, on voit que depuis 2000 a augmenté de représenter que les 20%. Aujourd'hui, 35% qui n'ont pas accès à la cuisson propre dans le monde, c'est en Afrique subsaharienne. Si on regarde un peu la carte d'Afrique, ici aussi, c'est une étude faite par l'IEA en 2019 dans la Africa Energy Outlook. On peut voir l'estimation du nombre de personnes qui n'ont pas accès à la cuisson propre dans les différents pays de l'Afrique. On peut voir au Bénin, on a 11. Donc, 11 millions de personnes au Bénin, ils n'ont pas accès à la cuisson propre. Maintenant, on va voir la modélisation. Comment est-ce qu'on va faire des projections pour regarder les futurs sur l'accès à la cuisson propre? Et qu'est-ce qui va nous aider à faire? Pourquoi on veut le faire? Ça nous permet notamment d'estimer combien de personnes vont avoir accès à la cuisson propre et donc aussi essayer de faire des stratégies plus informées, on peut dire, sur l'accès à la cuisson propre et donc à notre objectif d'atteindre l'accès universel à la cuisson propre en 2030 pour servir à comprendre aussi la demande future en énergie parce qu'indépendant des différentes technologies de cuisson utilisées, on a une demande d'énergie différente, soit en termes de type d'énergie, mais aussi en termes de quantité. Si on a un foyer amélioré, on consommera moins de bois. Si on utilise du GPL, on ne consommera pas de bois, mais on consommera du GPL. Donc, il y aura une demande de GPL à prendre en compte. Ça peut servir à anticiper l'approvisionnement donc, et l'offre requise par les différents combustibles et aussi les investissements liés. Par exemple, il y a besoin de mettre en place du gaz naturel dans certaines villes pour donner l'accès à la cuisson propre. Donc, il faut investir sur des infrastructures qui ramènent le gaz naturel dans les ménages. Ou il faut investir sur la production, l'importation et la logistique sur le GPL, par exemple. Et aussi, ça peut servir pour mesurer les impacts santé, climat, environnement, etc., de la cuisson au biocombustible ou la cuisson pas propre, ou la cuisson en général. Ici, on a un petit exemple, toujours sorti de l'étude faite par l'IEA en 2019. Ici, on voit l'estimation de la consommation de bois de chauffe et son impact sur les différentes forêts. Ici, on voit en vert, les petits points, ça nous représente l'area totale des forêts, comme on voit, diminué des années 90 à aujourd'hui dans les différents pays d'Afrique subsaharienne qui sont ici dans l'exemple, Tanzanie, Nigeria, Kenya, Éthiopie. Et ça, c'est notamment dû aussi à l'utilisation très forte du bois dans la cuisson. On voit au Nigeria, par exemple, la consommation de bois est utilisée très fortement de 1990 à 2018, notamment pour une grosse forte augmentation de la population. Et ça a eu un impact très fort sur les forêts. On voit la diminution des hectares en forêt en Nigeria, elle était vraiment importante. Donc, on va regarder un peu les principes clés de la modélisation de l'accès à la cuisson propre. C'est très similaire à ça que vous avez vu beaucoup en détail la semaine dernière avec nos collègues. Mais en général, on va devoir estimer les déterminantes, donc faire une petite analyse économétrique après, du nombre de populations, du nombre de ménages, de les pratiques de cuisson aussi pour savoir combien de repas sont cuisinés par semaine, par jour. L'énergie requise aussi pour la cuisson d'un repas, que ça peut être très spécifique comme vous voyez à la région, indépendant de préférences ou de repas plus culturels ou plus typiques pour certaines régions et pays. Et donc, on peut estimer la demande d'un service énergétique utile. Donc, combien d'énergie est nécessaire, par exemple, par an, par chaque ménage dans mon pays, pour cuisiner. Après, on peut avoir une approche basée sur les coûts pour essayer d'avoir une allocation de technologies. Ici, on dit basé sur les coûts, mais ici, on doit prendre en compte les différents, des autres informations, par exemple,
des objectifs d'atteindre l'accès à la cuisson propre universelle. Donc, il y aura en partie sur les coûts, mais aussi il y aura en partie sur les différentes politiques et programmes à prendre en compte dans l'allocation des technologies. Donc, quelles technologies vont utiliser les personnes pour cuisiner? Quel type de combustible aussi? Ils utiliseront des foyers traditionnels? Combien de personnes vont passer au foyer amélioré? Combien de personnes vont passer à l'utilisation du GPL? Etc., etc. Et après, il nous faut le niveau d'efficacité pour chaque technologie. Combien d'énergie on perd dans la cuisson pour chaque de ces types de technologies qu'on peut utiliser. Et donc, on peut estimer notre demande finale en énergie, comme la multiplication de l'efficacité par la demande énergétique utile pour chaque des différentes technologies allouées. Comme on disait, c'est compliqué à allouer les technologies aux populations. Il faut savoir déjà historiquement et aujourd'hui combien de personnes ont accès à la cuisson propre et à quel type de technologie, et aussi les personnes qui n'ont pas accès. Et savant aussi à quel type de technologie ils ont accès. Et notamment, les personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui, ils ont un choix restreint de combustibles d'équipement. Comme on a vu déjà, il y a des problèmes liés à l'accessibilité, des problèmes liés à l'affordabilité. On doit voir comme ces personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui peuvent gagner l'accès d'ici à une année cible qu'on est en train d'étudier, et en prenant en compte aussi les différentes hypothèses par rapport à l'approche basée sur le coût. Donc, s'il y a une technologie qui va coûter un peu moins, un combustible qui va être moins coûteux ou plus coûteux, ça peut impacter l'affordabilité de celui-ci et donc sa demande, comme on a vu la semaine dernière dans le webinaire plus spécifique en énergie. Plus spécifique et générique en énergie. Mais allons voir un peu maintenant des résultats des projections que l'IA a fait, un peu utilisant ces principes de base pour étudier les futurs de l'accès à la cuisson propre. Comme on voit ici, le nombre de personnes sans accès à la cuisson propre en Afrique subsaharienne, dans un scénario de politique annoncé, donc sans prendre en compte les objectifs ODD ou le fait ou des autres objectifs globaux d'accès à la cuisson propre au environnement climat. Ici, avec les politiques annoncées seulement, on voit qu'en Afrique subsaharienne, on va toujours, en 2030, avoir un gros nombre de personnes sans accès à l'électricité. En effet, d'aujourd'hui jusqu'à 2025, il va augmenter encore les gens sans accès à la cuisson propre si on ne fait pas quelque chose. Et on ne va pas du tout atteindre les objectifs d'accès universel à la cuisson propre, comme on voit ici. Et certains pays vont être très importants dans cela, notamment le Kenya, la Tanzanie, le Ghana, ils vont représenter une partie importante du nombre de personnes sans accès à la cuisson propre. Par contre, si on voit les résultats des scénarios de l'AIE, les scénarios de développement durable, où par objectif en 2030, on a l'accès universel à la cuisson propre, on voit les gros efforts de l'Afrique subsaharienne, ici en orange, qui doivent être faits pour arriver à atteindre ces objectifs. En effet, aujourd'hui, on a moins de 20% de personnes en Afrique subsaharienne avec accès à la cuisson propre. Et on doit arriver en 10 ans, plus ou moins, à atteindre 100%. Donc, l'effort est très élevé. Mais l'AIE a étudié les différentes façons d'arriver à cela. Et on peut voir ici dans ces graphiques. Donc, aujourd'hui, on a 87% des personnes sans accès à la cuisson propre, en Afrique subsaharienne. Et comme on voit, il y a des différentes utilisations. On a plutôt l'utilisation de la biomasse solide et du charbon de bois qui représente une grosse partie de cela, mais aussi l'utilisation du charbon fossile et du kérosène qui représente notre cuisson pas propre dans les pays de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui. Si on va regarder en 2030 par les scénarios de politiques annoncées, donc si on fait rien plus que les politiques qui ont été annoncées dans les différents pays en Afrique, on va quand même rester avec 70% de la population sans accès à la cuisson propre en 2030. Comme on voit ici, on va diminuer un peu l'utilisation de la biomasse solide. Par contre, on va toujours rester avec des indicateurs qui nous disent que beaucoup trop de personnes sont encore exposées à l'utilisation de ce type de cuisson avec tous les impacts sanitaires qu'il y a derrière. Dans l'Africa Case, comme on appelait ce scénario, que de l'IA
fait en 2019 qui vise à avoir l'accès universel de la cuisson propre en 2030, on a calculé les différents mix énergétiques pour la demande de cuisson dans l'Afrique subsaharienne et on voit que ça c'est possible, il y a des coûts et des efforts à faire et c'est possible avec une approche comme celui qu'on a vu dans les slides précédents, une approche sur la modélisation qu'on a pris à l'AIA, on peut l'attendre en avant plus ou moins 37% et 37% des personnes utilisant des foyers d'équation améliorée et des personnes utilisant des GPL. Après, les restants cas de personnes qui utiliseront des autres technologies propres, comme peut être l'électricité, le gaz naturel, etc., etc. Donc, importante à tenir en tête comme résultat de cette étude que l'AIE a fait, c'est qu'en dépit des progrès que les pays ont fait aujourd'hui et qui sont dans les politiques, ce n'est pas encore suffisant. Il faut faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir atteindre les objectifs d'accès universel à la cuisson propre. Donc, on vient de finir la première partie de la présentation d'aujourd'hui. Je vous propose de passer à un exercice, ou si vous avez des questions tout de suite, de les prendre et passer à l'exercice plus tard. Gianluca, il y a des questions qui font référence à des diapositives que tu as montrées, oui. Notamment l'exemple sur les enquêtes qui étaient faites et le fait de pouvoir réactualiser des données estimées par le passé. On a deux questions de la part de Salim Chitou du Bénin à ce propos. Ok, la question c'est sur la période de temps. Ok, bah ça c'est une question très relevante, M. Chitou, Salim, parce qu'en effet c'est très intéressant de le savoir. Par contre, on ne le sait pas toujours, ça dépend de plein de facteurs. S'il y a par exemple des incentives à l'utilisation de sources d'énergie alternatives, comme peut être le GPL, ça peut être rapide. Ou s'il y a des programmes d'utilisation des foyers améliorés qui commencent dans une année spécifique, les changements peuvent être rapides. Par contre, si rien s'est fait, les changements, ça peut prendre aussi du temps. Donc, on ne sait pas. Et bonne pratique, c'est de continuer à faire des observations, même s'il n'y a pas une enquête complète, comme on voit dans la slide, il faut quand même continuer à regarder les données qualitatives, aussi des données liées. Par exemple, on peut suivre la consommation de sources alternatives au bois dans les ménages pour pouvoir essayer de se rendre compte s'il y a un changement en termes de préférence aux technologies utilisées pour la cuisson des ménages. En savant, par exemple, combien de GPL est consommé par personne dans les ménages, si ça, c'est en train d'augmenter beaucoup, et s'il y a aussi un programme de cuisson propre dans les pays, on peut se dire qu'il y a peut-être un changement rapide en train de se passer. Et donc, ça vient à la deuxième question de Salim. À la fréquence, ça dépend. Le meilleur serait de faire le plus suivant possible. En effet, ce n'est pas possible par rapport à les coûts que Saint-Jean fait en enquête de ce type, très étendue. Donc, il faut trouver le bon bilan dans les pays au niveau coût et résultat. Une bonne pratique qu'on a vue dans différents pays, c'est de faire moins de tous les 10 ans. Donc, au moins, tous les 5 ans serait parfait, mais on peut dire tous les 7 ans, ça peut être bien. Si on a par contre au milieu des approches de modélisation solides, en utilisant des hypothèses solides et aussi en utilisant des informations qui sont disponibles même s'il n'y a pas ou l'enquête. Je sais, c'est une réponse un peu générique, mais en effet, ça dépend beaucoup de la situation actuelle. Et on voudrait aussi savoir de vous si vous avez de l'expérience au Bénin en faisant ça, notamment les estimations entre deux enquêtes, si vous avez fait des enquêtes et quand, pour savoir un petit peu plus votre expérience, les obstacles que vous avez eus, etc., etc. On sait par exemple que dans un pays de la région, au Sénégal notamment, il y a une enquête en 2013 et toujours il n'y a pas eu une deuxième enquête, mais ils ont mis en place un système d'estimation comme décrit ici pour continuer à pouvoir estimer 2014, 2015, etc., etc. Et là, serait plus ou moins le moment pour le Sénégal de faire une nouvelle enquête un peu plus poussée pour réobserver la situation réelle. S'il n'y a pas d'autres questions, la dernière c'est en 2010 pour le Bénin. Ça, c'est une très importante information en effet. Donc, c'est
plutôt le moment de commencer à penser s'il y a besoin de faire une autre enquête sur les biocombustibles et aussi de regarder les différentes options aussi moins coûteux, par exemple ajouter des petites questions dans les enquêtes déjà existantes en coopération avec les différentes institutions nationales comme le Centre de statistiques par exemple, pour voir si c'est possible de récolter des données avec un niveau plus élevé, si besoin. Mais on peut parler de ça par exemple plus en détail dans des discussions liées à les enquêtes, aussi avec des partenaires. En effet, on est en train d'essayer d'organiser un partenariat avec la FAO en un webinaire plus tard dans l'année ou plutôt en 2021 pour parler des enquêtes sur l'utilisation de biocombustibles de façon énergétique. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin sur ces sujets dans les programmes, de toute façon. Et ce serait très bien si, comme tu l'as fait aujourd'hui, Salim, de nous dire que vous avez fait en 2010, de nous donner encore plus d'informations. Mais comme tu sais, on a déjà travaillé avec toi, avec un de notre expert, parce qu'on est en train d'essayer de comprendre comment on peut travailler avec les différents pays, donc les Bénin, pour comprendre mieux et aider à la production de données plus fiables sur la demande de biocombustibles dans les ménages. Dit ça, j'ai vu qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je passe directement à essayer de faire l'exercice. Hop là, ça c'est un exercice. Je dois partager mon écran. Ah, elle est ici, je ne le voyais pas. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Donc ça c'est un exercice un peu similaire à celle qu'on a déjà fait pour les statistiques et pour les modélisations. Et ça, c'est basé par contre sur la cuisson propre, sur la consommation de biocombustibles, etc., etc. On avait des données en entrée sortant des différentes enquêtes et des estimations aussi. Peut-être l'enquête c'était en 2015 et ici jusqu'à 2020 il y avait des estimations. C'est juste pour dire qu'on avait des données sur lesquelles on est sûr, sur la population, sur le nombre de personnes et millions qui utilisent des foyers à bois traditionnels, sur le nombre de personnes qui utilisent des foyers améliorés de cuisson pour les bois, des personnes qui utilisaient par contre le GPL, etc., etc., des personnes qui utilisent l'électricité. Donc on sait, dans ces pays, de l'exercice, combien de personnes ils cuisinent avec les différentes technologies. La première question, c'était de calculer l'accès à la cuisson propre. Comment est-ce qu'on fait ça? Ici, il y avait des définitions déjà pour aider. On disait qu'on peut supposer, pour cet exercice notamment, parce que ça dépend de différentes définitions qu'on peut avoir, que les cuisiniers à bois améliorés, les cuisines à GPL et les cuisines électriques, donc ces trois-là, sont considérés comme propres dans ces calculs et dans cet indicateur. C'est toujours important quand on calcule un indicateur, garder sa définition quand on le publie aussi. Comme ça, les personnes qui vont l'utiliser, ils savent comment il a été calculé et ils peuvent comprendre s'il y a des différences par rapport à un indicateur, similaire, mais calculé avec une définition différente. Donc ici, on fait la somme des personnes qui cuisinent avec des technologies définies propres et on la divise par la population totale, simplement. On a un pourcentage qui nous dit 38% des personnes en 2015 ont accès à la cuisson propre. Et on voit que ça a augmenté. Parce que, comme on voit dans les données, il y a beaucoup plus de personnes qui commencent à utiliser l'électricité, qui commencent à utiliser le GPL et aussi qui commencent à utiliser le foyer amélioré. On peut faire ça aussi dans les projections qui ont été faites dans l'équipe de planification sur le nombre de personnes utilisant les différents types de technologies par rapport à un scénario de politique déclarée. Et on voit que dans ce scénario, on aura 70% des personnes avont accès à la cuisson propre dans ces pays. Donc là, on a fait la première question, c'était calculer par rapport aux données qu'on avait disponibles par les différentes enquêtes, calculer l'accès à la cuisson propre par rapport à ces définitions particulières. On avait aussi des autres données sorties des différents rapports techniques et études qui nous donnent l'efficacité des différents foyers de cuisson. Cette efficacité, ça signifie combien d'énergie, de la source d'énergie utilisée par les foyers est nécessaire pour produire l'énergie finale utile pour la cuisson.
Donc, on voit que pour les foyers traditionnels, on a considéré, pour toutes les années, ça peut changer aussi année par année, mais pour cet exercice, on a gardé constante. On a en moyenne 15% d'efficacité. Donc, on a là 85% de pertes en énergie quand on utilise un foyer traditionnel. Pour les foyers améliorés dans ces pays, on a 30%, pour les GPL 50%, et pour les foyers de cuisson électrique, 80%. Donc, ça, c'est une information en plus qu'on a trouvée par rapport à des études qui ont été faites. Et la prochaine question nous demande d'utiliser un peu ça. En effet, les prochaines questions. La question numéro 1 nous demande d'estimer l'énergie utile moyenne nécessaire pour cuisiner dans un an par ménage et par habitant. Donc, combien d'énergie consomme un ménage pour cuisiner dans un an, et combien d'énergie utilise une personne. On a des différentes informations encore par rapport à des études, des enquêtes qui ont été menées dans les pays, et on connaît l'énergie utile moyenne pour préparer un repas dans une ménage moyenne, en énergie, donc en kilowattheure ici. On a le nombre moyen de repas cuisinés par jour. On voit ici, c'est 2,2 parce que peut-être ils ont pris en compte dans cette étude que les repas heure dîner, repas de midi consomment moins qu'un repas complet. Par exemple, pour le petit déjeuner, on utilise que les 20%. Et le nombre de jours où on cuisine à la maison sur un an. Donc, dans un an, on a 365 jours. Et ici, on voit que en moyenne, les ménages ils cuisinent 300 jours chez eux. Le restant des jours, ils mangent ailleurs. Et aussi, on a le taux d'occupation des ménages. Combien de personnes il y a dans chaque ménage. Et donc, on voulait calculer combien d'énergie est nécessaire pour la cuisson dans un ménage. Et on va utiliser les informations qu'on a données ici. On utilise l'énergie utile pour préparer un repas en moyenne. On le multiplie simplement par les repas par jour et par les jours où on cuisine à la maison. Et donc, on a une petite estimation de l'énergie utile par cuisiner dans un ménage. Pour obtenir la même énergie utile par habitant, on va juste diviser par l'occupation moyenne des ménages. Donc, il y a en moyenne 4 personnes par ménage. On divise ça et on verra que pour chaque personne, on utilise 165 kWh. Hop là. Après, on va la question numéro 2 qui nous demandait maintenant, par rapport à toutes ces données-là, que c'était des données plutôt qualitatives. C'était des données, combien de personnes utilisent ça, ce n'était pas combien d'énergie. De passer à estimer vraiment la demande d'énergie des différentes sources utilisées pour la cuisson dans mon pays. On a les bois de chauffage, les GPL et l'électricité. Comment on va faire ces estimations? Par exemple, par les GPL, on va utiliser l'énergie utile nécessaire pour cuisiner par un habitant, qu'on a calculé par rapport aux informations qu'on avait ici. On va la multiplier par le nombre de personnes qui cuisinent avec les GPL, c'est 5 millions. On va diviser ça par l'efficacité des foyers au GPL, par nous donner la quantité en GPL nécessaire pour fournir cette énergie utile de cuisson par personne par an. On divise aussi par 1000 parce qu'on avait ici millions, ici kilowattheures, et on voulait notre résultat en terawattheure. Donc, on voit qu'on a 1,7 terawattheure de GPL estimés nécessaires pour la cuisson en 2015. On peut faire la même chose pour l'électricité. Pour les bois de chauffage, par contre, pour les bois de chauffe, ou comme on va l'appeler, c'est un biocombustible solide, on va faire un peu différent parce que, comme on voit, on a deux catégories de personnes qui utilisent les bois pour cuisiner. Un, c'est les personnes qui utilisent les fourneaux améliorés ou les foyers améliorés, et les autres qui utilisent celui traditionnel. Donc, on doit faire la somme de ces deux catégories de personnes pour pouvoir estimer la demande en bois. En effet, on fait la première partie, on fait la même chose qu'on a fait avant, l'énergie utile multipliée par le nombre de personnes divisé par l'efficacité. En effet, c'est différent pour les foyers traditionnels et les foyers améliorés, donc on doit les séparer, faire les calculs séparants. Et après, on va avoir la somme de ces deux catégories-là qui nous donne plus ou moins 25 TWh de bois de chauffe utilisés dans la cuisson dans ces pays. On peut faire ça pour toutes les années, aussi pour les projections faites en 2030 par rapport à la politique déclarée. Et on va voir notre mix de consommation. Comme on peut voir, c'est plutôt le bois de chauffe
il y a un peu de GPL et ça ne change pas grand-chose aussi en 2030 dans le scénario de politique annoncé. Comme on voit aussi notre accès à la cuisson propre. La prochaine question, c'était plutôt de comparer ces estimations qu'on a faites avec les données officielles dans les pays, les données sorties, par exemple publiées dans les bilans énergétiques, sur la consommation de bois de chauffe. Et on voit qu'ici, et après on va calculer un peu la différence. On voit qu'ici, il y a une différence très élevée par les bois de chauffage par rapport à les données qu'on a estimées en utilisant le nombre de personnes qui cuisinent avec les bois, les efficacités dans les études, etc. etc. Et c'est très différent ces figures par rapport à celui reporté dans les bilans énergétiques de ces pays. Par contre, si on regarde les GPL, l'électricité, on voit que la différence elle est très faible. Donc, on peut aussi se dire que pour ces deux catégories-là, GPL et l'électricité, soit les données, soit nos estimations sont probablement de bonne qualité parce que les estimations sont basées sur des hypothèses importantes comme l'efficacité, le nombre de personnes qui utilisent chaque type de foyer. Et peut-être les données sont basées sur des enquêtes annuelles à l'industrie, donc les ventes de GPL, etc., etc. Donc, on a probablement de bonnes données par rapport à cela. Par contre, par rapport aux biocombustibles, on voit que les données ne sont pas tout à fait les mêmes par rapport à nos estimations et par rapport à la demande énergétique déclarée. Ça, c'est important parce que ça nous fait poser des questions. Est-ce qu'on a fait des erreurs dans nos estimations ou est-ce qu'il y a des erreurs dans les statistiques officielles? Donc là, on va regarder et faire des investigations un peu plus détaillées quand on va trouver ce type de différence. Et ça, c'est important de souligner aussi que ce type d'exercice qu'on a fait, ça peut aider à valider des données sur la consommation de biocombustibles pour voir si en effet la quantité qu'on a déclarée dans nos statistiques fait du sens par rapport au nombre d'habitants et surtout au nombre d'habitants qui cuisinent avec les biocombustibles solides et aussi à les types de foyers ou à l'efficacité qu'on assume dans les pays et à les types de cuissons qu'on fait dans nos pays, les types de repas cuisinés, combien de temps, etc. etc. Donc, c'est une sorte de validation, mais aussi ça peut nous donner un outil d'estimation entre deux enquêtes, par exemple. Une fois qu'on l'a bien calibré par rapport à des vraies données. La différence, en effet, pourrait venir aussi du fait que 2015, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas d'enquête et la consommation de biocombustibles a été estimée juste par rapport à l'augmentation de la population, sans prendre compte des autres informations. Et par exemple, sans prendre compte le fait qu'en 2015, par rapport à 10 ans avant, il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent des GPL et l'électricité qu'il n'y avait pas avant. Et donc, il y a une grosse partie de bois qui n'est plus utilisé pour la cuisson, mais qui est resté dans ces estimations. Ça, c'est peut-être. Hein? C'est juste des questions qu'on doit se poser quand on voit ce type de problèmes. Maintenant, on va à la dernière question, que c'est très intéressant aussi. Ici, on a vu qu'avec la politique actuelle, en 2030, l'accès universel à la cuisson ne sera pas atteint. Comme on voit ici, on avait calculé 61%. Donc, ici, notre accès à la cuisson propre, on n'est pas à 100% en 2030, comme dans les objectifs ODD. Et l'exercice ici, ils disent comment est-ce qu'on fait avec la nouvelle politique du pays qu'elle veut atteindre ces objectifs en 2030, comment est-ce qu'on fait pour l'attendre? Dans le sens, c'est quoi les mix de technologies et des demandes en énergie nécessaires pour atteindre ça? Il y a différentes informations à prendre en compte liées à ces politiques et à des autres types d'informations. La première information, c'est que le nouveau objectif du plan national dispose de donner accès à des foyers améliorés à 5 millions de personnes en 2030. Donc, notre première hypothèse, c'est 2030, on a 5 millions de personnes qui vont cuisiner avec des foyers de cuisson à bois améliorés. Après, on a une autre information importante qui nous dit que l'offre résidentielle du GPL, donc la quantité de GPL qui peut être ramenée à les ménages pour la cuisson en 2030 est au maximum de 4 TWh. Ça, c'est basé sur les différentes études faites par l'équipe de planification du pays par rapport à la capacité de raffinage et à les importations possibles de GPL dans les pays en 2030. Donc, la question, c'est c'est quoi les mix de personnes qui vont cuisiner dans les différentes technologies, combien d'énergie on consomme par tous les types de sources différentes, et donc aussi combien
d'électricité si on considère qu'il n'y aura pas d'autres sources nouvelles d'électricité, on va devoir consommer en 2030 pour avoir l'accès à la cuisson propre universelle. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, la première partie, c'est accès à la cuisson propre globale, ça signifie personne doit utiliser des foyers traditionnels. Donc, on va pouvoir mettre 0 en 2030 avec les personnes qui utilisent les foyers traditionnels. Après, on sait qu'il y a 5 millions de personnes, des ménages qui ont accès à l'utilisation des foyers améliorés. Donc, 5 millions. Par contre, ici, on parle du nombre de personnes, donc on doit le multiplier pour le taux d'occupation des ménages. Et on va prendre comme hypothèse qu'en 2030, c'est le même qu'il était avant, de 4. Donc, on multiplie par 4 et on a 20 millions de personnes qui vont cuisiner avec des foyers améliorés. Après, il y avait l'autre hypothèse aux conditions liées à les études faites par l'équipe de planification, qu'on avait 4 TWh maximum de consommation de GPL possible dans les pays. Donc, on va les prendre comme total. Et on va après les diviser par les différentes efficacités et autres pour pouvoir estimer le nombre de personnes. Comment est-ce qu'on a calculé? On a pris notre 4 TWh, que c'était l'hypothèse, on l'a divisé par l'énergie de cuisson annuelle utile nécessaire par habitant, et on l'a aussi multiplié par l'efficacité pour cuisiner de ce type de foyer. Donc, comme ça, on a réussi à estimer combien de personnes cuisinant avec GPL est équivalent à les 4 TWh de notre limite. Et après, on va calculer le reste des personnes qui vont cuisiner avec l'autre source propre de cuisson, que c'est l'électricité. Donc, on va juste prendre le total de la population qui est déjà pris en compte par nos projections, ça va être 50 millions de personnes, 51, et on va enlever les personnes qui cuisinent avec les autres équipements. Et comme ça, on aura recalculé notre mix des différentes personnes qui utilisent les différents types de cuisson, et on va avoir un changement, en effet, dans nos calculs. Ici, on va voir qu'on a 100% d'accès à la cuisson propre. On va voir qu'aujourd'hui, on n'a plus, comme on avait avant pour les politiques, pour les vieux politiques qui nous donnaient quand même 30 personnes qui utilisaient encore des foyers traditionnels. On va avoir 0% de personnes avec des foyers traditionnels. On mixe un peu différent. Et on va aussi, comme on avait déjà mis les formules, automatiquement recalculer toute notre demande d'énergie. Par exemple, ici, on va voir qu'on a en effet les 4 TWh qu'on avait pris en hypothèse, c'est nous qu'on l'a mis par rapport au nombre de personnes. Après, on aura 11 quand même TWh encore demandés en utilisation en bois. Par contre, ça va être pratiquement que des foyers améliorés, et on aura une demande de plus ou moins 4 TWh en électricité pour compléter et avoir l'accès à la cuisson propre au niveau national. Comme on voit, le changement est drastique. On a en 2030 aujourd'hui, avec ce nouveau objectif, beaucoup moins d'énergie consommée parce qu'il y a plus de personnes qui utilisent des foyers traditionnels qui sont très inefficaces. On aura plus de personnes qui utilisent du GPL et un peu plus de personnes qui utilisent de l'électricité aussi par rapport à les politiques annoncées. Bon, l'exercice là est fini. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a une question sur les unités. Oui, en effet, la première question, c'est quand on parle de charbon de bois et de bois, on devrait convertir des kilos en unités électriques, plutôt, je dirais, unité énergétique. On utilise kilowattheure comme énergie, même si c'est souvent utilisé que pour l'électricité. Ça pourrait être un terajoule, etc., etc. Mais en effet, on doit, quand on fait des calculs, surtout quand on compare l'énergie par les biocombustibles, pour tous les autres types de sources d'énergie, on doit les mettre dans la même unité énergétique. Et dans ces cas-là, c'est le kilowattheure. Donc, ça pouvait être les tonnes de pétrole équivalent, les terajoules. Et comment est-ce qu'on fait ça? On utilise, comme on a vu dans les slides, le pouvoir calorifique. Donc, le contenu en énergie par kilo de bois ou de charbon de bois. Les pays, on n'a jamais d'enquête comme on fait. Et là, c'est très compliqué. On peut juste faire des estimations à ce point-là.
Par exemple, les pays où il n'y a jamais eu d'enquête, première de tout, c'est important de se demander si c'est le moment de faire une enquête, si c'est la priorité, les biocombustibles dans nos pays, notamment. Et sinon, faire des petites estimations en utilisant des autres données comme on a fait ici, par exemple, des données liées à la personne qui consomme, qui cuisine avec les différentes technologies. Ça, c'est sorti des enquêtes aussi, mais ça, c'est des données qui sont un peu plus disponibles parce qu'il y a un effort international pour calculer les ODD7 qui a apporté à avoir des informations sur le nombre de personnes qui cuisinent avec les différentes technologies pour beaucoup de pays. En effet, notamment aussi pour les Bénin, il y a des informations sorties de ce type d'informations sorties chaque année. Par contre, les enquêtes un peu plus poussées pour essayer d'estimer la vraie consommation d'énergie sont conseillées quand possible. Après, il y a une question sur l'exercice de M. Moussa. Vous voulez l'écrire ou vous voulez, parce qu'il n'y a pas la question ici, peut-être vous voulez avoir la parole? Monsieur Moussa, essayez de vous donner la parole, mais je ne sais pas si c'est en train de marcher. Sinon, vous pouvez écrire votre question. Dans le question and answer Q&A. Allô? Oui, on vous entend. Voilà, donc bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? En tout cas, merci pour l'exposé suffisamment édifiant. Mais j'ai une question relative à la première question de l'exercice là. Alors, Oui. bon, on voit ici que nous avons les personnes utilisant le foyer amélioré, utilisant la cuisson avec fourneau. Mais il se trouve qu'on peut avoir, je dirais pas, un foyer ou une personne qui utilise les mêmes technologies simultanément. C'est-à-dire, chez moi à la maison, j'utilise le gaz, j'utilise le charbon de bois, j'utilise, alors tout ce qui est ici, et même l'électricité, il y a des personnes, il y a des foyers ici en Côte d'Ivoire qui utilisent tout cela. Et tel que le calcul est fait, est-ce que, parce que je vois que vous n'avez pas pu, cette hypothèse n'apparaît pas dans le calcul. Vous avez dit, on a une personne, et vous avez fait la somme, du coup, vous avez 38% de la population qui utilise ce foyer dans le pays. Mais ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que moi, je peux utiliser simultanément les trois technologies. Est-ce qu'on me comptabilise 3 fois? Parce que quand tu viens me poser la question, est-ce que tu utilises du gaz? Je vais te dire oui, j'utilise du gaz. Tu reviens me poser la question, si tu utilises du foyer amélioré, on me dit il faut le foyer avant. Donc, tu es en train de me comptabiliser en tant qu'individu plusieurs fois dans le même scénario. Et je peux paraître ici, sur la même ligne là, en 2015, 4 fois. Et puis, du coup, vous faites le pourcentage, vous trouvez 38, alors que vous avez comptabilisé. Bon, j'aimerais un peu avoir des éclaircissements. Comment est-ce que ça peut être fait? En effet, ça, c'est une partie très importante et c'est un des obstacles, comme on a vu dans la présentation, pour l'estimation de la consommation de biocombustibles, mais surtout pour l'estimation de l'accès à la cuisson propre. Ça, en effet, c'est une information importante que c'est intéressant d'avoir. Mais l'exercice, il a été très simplifié, on peut dire. On a essayé de dire à toutes les personnes utilisent que les bois ou que les GPL, mais en effet, ce n'est pas vrai. On pourrait aller plus en détail si on a une enquête plus particulière, en effet. Quand on fait une enquête poussée, on peut demander à les personnes combien sont en dépenses en GPL, combien de bois tu consommes par mois, combien de charbon de bois, combien des autres sources. Par contre, quand on utilise d'autres informations comme ça, c'est un peu plus compliqué. En effet, ces informations-là, le moment vient que d'une question unique. La question unique faite par ces enquêtes internationales, c'est quoi la technologie primaire de cuisson utilisée dans ton ménage. Donc, comme vous disiez, oui, il peut y avoir du charbon de bois, du GPL. La personne va répondre la technologie qu'elle utilise le plus souvent. Par contre, c'est vrai que là, il y aura une erreur parce que si on utilise 51% du temps une technologie et 49% l'autre, on entend d'avoir une donnée quand même faussée. Et vous avez très raison, il faut des données plus poussées. Donc, en effet, il faudrait des enquêtes un peu plus poussées et des questions plus spécifiques pour essayer de comprendre exactement la consommation par source
à un niveau plus détaillé. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en effet, c'est un point très important. J'espère que tous les collègues aussi ont eu l'opportunité de prendre votre remarque, parce qu'elles sont très importantes. En fait, cet exercice est juste un exercice simplifié, mais quand on va étudier un pays en détail, il faut prendre plus de temps, essayer aussi de voir dans le nombre de personnes qui cuisinent avec le GPL, il y a peut-être ces personnes utilisent un petit peu de bois aussi. Donc, ça, c'est à prendre en compte, essayer de faire des estimations ou plus conseiller, voir si besoin d'avoir une enquête ou utiliser les données des enquêtes récentes signalées. Merci encore, M. Mousse, c'est une question très, très importante. Je ne sais pas s'il y a des autres questions. Je ne vois pas. De toute façon, vous pouvez nous poser des questions tout de suite aujourd'hui, ou par email, ou par WhatsApp. Nous, on est toujours à l'écoute et on va essayer de vous donner les informations nécessaires ou de vous diriger dans des rapports relatifs à votre question si nécessaire. Je pense que, Arnaud, si tu es d'accord, on peut faire une petite pause avant de recommencer. C'est 10h35, on peut dire 10h40, 10h45. Oui, je vous propose qu'on se retrouve à 10h45 et on commencera, avant de rentrer dans la deuxième présentation du jour sur l'accès à l'électricité, par vous poser 2-3 questions pour organiser au mieux notre session de mercredi. Voilà, donc il est 36 à notre horloge. On se donne rendez-vous à 45 pour reprendre. Merci beaucoup.